Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Philippe Prudhomme qui vient nous parler d'un navigateur, un nouveau encore. Oui. Parce qu'après le flamboyant, Oui, celui-ci, Bougainville. qu'est-ce que tu lui as trouvé comme surnom? Alors, je ne lui ai pas trouvé de surnom parce que c'est assez compliqué cette expédition anglaise. D'ailleurs, qui est en relation avec j'expliquais, avec le voyage de Bougainville d'ailleurs. Voilà, donc il s'agit de Samuel Wallis. Samuel Wallis, voilà, qui est arrivé 1 an avant Bougainville ici. Et c'est un peu passé sous silence ici, on le connaît à peu près, Non, puisque... non, mais- justement, tout cela est occulté, hein, je l'ai expliqué récemment, ça a été étouffé, parce que le voyage de Samuel Wallis a été un échec presque sur toute la ligne. C'est peut-être pas assez bien mis en évidence à la fin de mon livre là. Oui, parce qu'il n'a pas rempli toutes ses missions. Non seulement il les a pas remplis, mais il les a quasiment sabotés, parce que arrivé au détroit de Magellan, son alter ego qui était sur l'autre bateau, le Swallow, lui a dit, écoutez, mon bateau, il avait déjà fait le tour. Le Swallow prend l'eau, si je puis me permettre. Le Swallow prend, exactement. Et donc- J'ai lu, hein, j'ai lu. Ouais, c'est vrai, ça, je le vérifie. Et donc, je vous demande l'autorisation d'arrêter carrément et de vous laisser continuer, parce que je risque d'être un poids plus qu'autre chose. Et le capitaine Wallis a refusé et il lui a intimé l'ordre de continuer. Mais il s'est rendu compte assez vite qu'il avait fait une erreur, de l'obliger à revenir, et il l'a semé en route. Alors il prétend qu'il l'a semé par hasard, qu'il n'y avait plus de vent et qu'il l'a perdu de vue, mais au fond ça l'a beaucoup arrangé. Oui, parce qu'il était à la traîne, et donc lui voulait Voilà, avancer. il voulait rentrer absolument parce qu'il était malade à crever. D'ailleurs tout le voyage a été en fait l'histoire de sa maladie. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'il avait exactement? Alors, Parce j'ai- que dans ton livre, justement, Voilà. tu dis que, Eh bien, bon, on voulait oui. pas montrer qu'il avait aussi la maladie des petits, de la plèbe. Il n'était pas malade comme les autres, en fait. Je ne sais- alors, j'aurais dû faire j'ai commencé des études de médecine, mais j'ai jamais fini. Ça a été vite compris que c'était trop compliqué pour moi. Mais là, j'ai analysé un peu son désordre biliaire. Alors, je ne peux voir qu'une hépatite. Une hépatite provoquée par l'absorption de moules indigestes. Comme ils n'étaient pas tout seuls dans ce cas-là, Ah oui, parce qu'ils sont Sont- passés par la terre de feu. ils sont passés par la terre de feu, ils ont mangé beaucoup de moules. Ils le disent d'ailleurs, qu'ils se sont régalés avec les moules. Mais désordre biliaire, ça veut dire qu'il urinait probablement très foncé, il avait de l'acétone ou je ne sais quoi. Et ça dure. Ouais, il Je doit être connais très bien le malade sujet, je longtemps, connais oui. bien le sujet parce que j'ai été victime justement d'une crise d'acétone quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ça a duré très très longtemps. J'ai fini même par arrêter à l'école tellement j'étais pas bien. Oui, tandis que lui, il ne pouvait pas se permettre de descendre du tout à bateau fait. pour aller se reposer. Tout à fait, tout à fait. Donc, Et donc, il était malade, il voilà. n'avait qu'une hâte, c'était arriver à bon port, mais où était le port? Plymouth, c'était le port. Voilà, mais pour revenir, mais Ouais, en ouais. attendant, il avait En des trucs à attendant, faire. il fallait trouver un lieu pour se refaire une santé, parce qu'il n'était pas tout seul malade. Les autres avaient le scorbut également. Voilà. Donc, en réalité, je vous ai dit, la fin a été tragique, puisqu'il a abandonné le bateau dès qu'il a aperçu les côtes d'Angleterre, de Cornouailles, où il habitait. Il s'est fait descendre. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il était tellement impatient de se refaire, de ne pas mourir sur le bateau, que c'est exceptionnel. Il est descendu avant. Alors, Il a demandé. raconte-nous maintenant l'arrivée à Tahiti. Alors l'arrivée à Tahiti, ça a été une catastrophe, parce que ils ont failli s'échouer d'abord. Alors non, ils sont arrivés au Paris. Ils ont contourné le Paris, ils sont allés du côté de Mataya, jusqu'à Mataya. Et puis ils sont revenus sur la côte est. Et ils ont cherché des mouillages. D'ailleurs, ils ont, à un moment, je crois, dû pénétrer l'endroit où Bougainville devait avoir mouillé lui-même, à Itia. Et puis, finalement, ils ont trouvé ce mouillage exceptionnel de Matavai, où ils se sont plantés en arrivant. Oui, c'était pas des très bons navigateurs, en plus. C'est pas ça, mais il y avait la panique. Alors c'est ça qu'il faut bien voir. C'est que la panique était des deux côtés. Les Tahitiens n'avaient jamais vu ces extraterrestres.
où ils en avaient peut-être entendu parler par les Espagnols qui étaient venus un siècle avant. Aux Marquises Non, au Tuamotu. Et qui donc devaient avoir entendu parler de ces extraterrestres, et eux-mêmes avaient été terrorisés par la population qui était très nombreuse. Parce qu'à l'époque, ils étaient extrêmement nombreux sur l'île de Tahiti. Ils n'étaient pas extrêmement nombreux. On n'a pas de statistiques. Par rapport aux marins qui avaient nombre de marins. C'est lui qui dit qu'il y en avait beaucoup. Mais oui, ils étaient 150 et il y en avait peut-être 5 000 autour de la plage. Voilà, et pas forcément amicaux. Et pas du tout amicaux, parce que la première chose qu'ils voulaient, quand ils ont vu qu'ils étaient en train d'essayer de reculer du banc qui porte son nom, là, le banc du Dauphin, à Matavai, ils sont arrivés avec des intentions de pirater le bateau, piller le bateau. Se servir. Mais ça c'est ce que je t'avais dit l'autre jour. C'est monnaie courante dans tous les pays côtiers. En Bretagne, on faisait ça, les naufrageurs. Dans tous les pays, on essaye de récupérer un peu ce qu'on peut, parce que c'est des pays pauvres, les pays de marins en général. Oui, il n'y a pas d'agriculture. Et donc le pauvre Wallis qui était alité, il a donné l'ordre de tirer pour calmer un peu le jeu. Ça s'est mal passé. Il y a eu du sang, il y a eu des dizaines de morts. Ils disent quelques morts, eux. Ils ne donnent pas de chiffres, évidemment, parce qu'ils ont honte d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai donné une petite information là sur cette femme qu'on a retrouvé le ventre à l'air, qui avait reçu un boulet de canon dans la baie. Ça a été sanglant. Et si ils ont capitulé, les Tahitiens, et adroitement essayé de composer avec le nouveau venu, par l'intermédiaire de la séduction, parce que parce qu'ils ont envoyé des fruits, des légumes et des dames. Voilà. Et donc les dames, alors ça c'est aussi très intéressant, mais ça demande un long développement. L'histoire du contact. Ça s'est déjà passé à l'époque des Grecs et des Romains qui se battaient. Ils avaient envoyé les femmes. Voilà. Donc ils avaient peut-être lu. Je sais pas. Mais ça se répète dans l'histoire. C'est une tradition du Fénois. Du Fénois, et puis ça c'est. Mais c'est une tradition dans tout le monde, quand dans le monde entier. Quand on s'adresse à des hommes, on se dit dans le monde entier. Ça va peut-être leur changer les idées. Et donc cet accueil. Premier choc des cultures, en fait, ils se sont pas compris du tout, ni les uns ni les autres. Ils pouvaient pas communiquer, ils n'avaient pas la langue pour et puis il y avait discuter. il y avait pas non plus toute l'équipe qu'il y a eu après avec Bougainville et Cook, des dessinateurs, des vrais humanistes. Voilà, c'est vrai que c'est la première expédition. Bougainville, c'était la première expédition scientifique. Mais celle de Wallis, c'était une expédition coloniale, d'ailleurs, uniquement... il fallait planter son drapeau et coloniser, quitte à trouver aussi le continent, l'Atlantide, on va dire ça comme ça. Le continent austral, oui, Austral. C'était le grand rêve, ça. Il devait faire le pendant, là, C'était le grand globe. rêve, d'ailleurs. Et ce que l'on ne sait pas, et que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, c'est que Bougainville, c'est le premier à être arrivé sur le récif de la barrière de corail. Il n'a pas prolongé son séjour parce qu'il était dans les mêmes conditions difficiles que Wallis quand il est arrivé, et qui crevait de faim. Ils ont même mangé du rat, raconte-t-il. Mais c'était lui qui est arrivé le premier. Il n'a pas prolongé son voyage, il est revenu après. Mais donc il est arrivé en vue de l'Australie, le premier de l'histoire. Alors, mais le contact a été terrible, parce que il y a eu beaucoup d'escarmouches, c'est ce que tu dis dans ton livre aussi, parce que, et ce que tu disais, ce qui était intéressant, c'est que les écrits de Wallis et de ses petits camarades ont été complètement expurgés par la société anglaise ensuite. Oui, et ils le sont presque toujours d'ailleurs, parce que je cite un éminent universitaire, directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales d'Aix-en-Provence, qui a écrit un livre de 500 pages dans lequel il parle des jeunes filles en pleurs, à juste titre d'ailleurs, parce qu'elles ne devaient pas toutes être consentantes, c'est exact, il y a du viol, et puis surtout, ce qui est quand même, c'est un abus de faiblesse de la part des équipages de vendre, d'acheter une femme pour un clou. De là l'expression, elle vaut pas un clou. Ça vient de là. Je sais pas. Elle vaut pas un clou. Je sais pas. Ça vaut pas un clou. Non, mais le clou, là, ça veut dire vélo aussi.
Non, mais c'était une monnaie d'échange. Ah oui, c'était une monnaie d'échange. Ça vaut pas un clou. Oui, oui, oui. Mais eux, quand même, avaient une attitude assez... de marins et de soudards. Voilà, de soudards, de pillards aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils arrivent au mois de juin. Il commence à faire frais. La saison des meilles est quand même pas extraordinaire. Et ils ont carrément vidé les greniers, s'il y avait des greniers, de l'île de Tahiti. Faut voir le nombre de cochons. À chaque fois, ils disent, ah oui, on a récupéré tant de cochons, on a récupéré des fruits, des légumes, ceci et cela. Et il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là. En juillet, il n'y a pas grand-chose comme... Juillet, août, il n'y a qu'à voir, il n'y a rien. Donc, ils ont dû tout récupérer. Et le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est que, craignant les attaques renouvelées des Tahitiens, et en pirogue évidemment, il avait repéré donc les pirogues qui étaient sur la plage. Il a demandé à ses charpentiers de marine de prendre leur hache et d'aller casser toutes les pirogues. Et je ne sais pas, il y en avait plusieurs dizaines de pirogues sur la plage. Ils ont tout cassé. Et ce qui est grave, c'est que c'était l'instrument de nourriture. Ben oui, ça empêchait. Voilà. Les gens ne pouvaient plus aller à la pêche. Ils ne pouvaient plus aller à la pêche. Donc la population a dû être victime, de mon avis, il y a eu un déclin démographique consécutif à ce passage, non seulement parce qu'il leur avait refilé des maladies vénériennes, des maladies pas seulement vénériennes, parce qu'il y avait la tuberculose aussi qui traînait. Oui, parce que chez les marins, il y en a qui sont arrivés avec leur maladie. Parce qu'après, la légende, comme tu disait que c'était les Tahitiens de l'époque qui avaient refilé la syphilis aux marins. Pas du tout. C'est les marins en arrivant. Oui. Ça, c'est dans la version de la société anglaise. Exactement, tu as bien compris. Mais j'ai lu ton livre. Très bien, tu as très bien compris. Alors, justement, il m'est arrivé une idée, là. On dit aussi que c'est une erreur probable, que les Espagnols sont venus les premiers. Finalement, ça arrangerait tout le monde, les Français et les Anglais, que les Espagnols aient ramené la syphilis. Mais malheureusement, certains historiens disent que c'est faux. Ils ne sont pas venus les premiers, ils sont passés plus au nord. Ou je ne sais, ils sont pas arrêtés. L'île de Sagittaria n'est pas là. Mais voilà, donc ça aurait bien arrangé donc en fait, Anglais. Pour résumer, pour que nos auditeurs puissent se jeter sur le livre, si on leur dit tout. Oui, c'est sûr. Donc, ce voyage de Wallis a été assez catastrophique pour la Polynésie, pour les Tahitiens, parce que ils se sont retrouvés démunis, affamés, malades. Et après le départ de Wallis, ce que je trouve étonnant, c'est que Bougainville ait quand même été accueilli un an après. Oui, il a été accueilli sur la côte Est. Attention, c'est pas le même village. C'est pas les mêmes relations de district, là, quand il arrive sur l'autre côté. Et d'ailleurs, il a su indirectement que Wallis était passé dans des circonstances que je te raconte en vitesse, puisque ces marins aussi ont attrapé des maladies vénériennes. Et au bout de 3 semaines, Bougainville, je soupçonne même que lui, il dit qu'il était malade, mais c'était une autre maladie. Mais le chef, le docteur, l'a peut-être soudoyé. Enfin bref, au bout de 3 semaines, il fait examiner les marins. Il y a une épidémie d'hémorragie ou je ne sais quelle maladie. Ça correspond bien à la période d'incubation des microbes de la bénorragie et de la syphilis aussi. Et donc, il demande à faire examiner à Autourou, le petit haïtien là, qui est avec lui. Et à Autourou, il est atteint, il est perdu de cette maladie. Il dit le mot perdu, Bougainville. Et il le fait parler. Et Bougainville a fait le premier dictionnaire lexique de langue tahitienne. Il le fait parler et malheureusement, je n'ai pas retrouvé le nom tahitien, mais lui, Bougainville parlait anglais. Alors, le terme dont je me souviens, c'est qu'il dit maladie en tahitien, venu des Anglais, Britanniques. Ah ben voilà. Et Bougainville fait la relation. Lui. Il avait d'ailleurs fait la relation sur Iron aussi. Oui. Iron, il avait fait la relation. Donc, ça confirme bien que Bougainville ne peut pas avoir inventé cette histoire. C'est pas possible. Il a dit, c'est un témoignage. Bon, on peut contester le témoignage en disant, mais c'est pas possible qu'il ait fait un témoignage comme ça antérieur, puisqu'il ne savait pas ce qui s'était passé
avec Wallis. L'année précédente. Et donc, c'est un peu comme une enquête policière. C'est exactement. C'est une enquête. C'est extraordinaire, l'histoire. Et tous les gens peuvent le faire, d'ailleurs. C'est à la portée de n'importe qui. Même des grands chercheurs se trompent, ils racontent des bêtises. C'est-à-dire que si on part d'une hypothèse, il faut faire attention aussi à ne pas vouloir chercher dans le but d'étayer complètement son hypothèse, mais se contenter des faits. Voilà, il faut interpréter. Il faut avoir une démarche scientifique. Il faut interpréter démarche scientifique, mais interpréter, il suffit d'avoir du bon sens. Hein. Il suffit d'avoir du bon sens. Par exemple, le chercheur dont je te parle, il accuse Bougainville d'avoir été le vecteur, mais c'est quand même assez triste de voir qu'il n'a pas parlé de Wallis. Il n'a pas eu aucun document sur Wallis. Le chercheur était anglais ? Il était payé par les Anglais. Ah, bah voilà. Il travaillait pour un truc en Nouvelle-Zélande. Il était soi-disant spécialiste de l'Océanie. D'ailleurs, il continue d'être un des grands chefs de la recherche sur l'Océanie. Mais ça me rend un peu Et tu inquiet. lui envoies, il faut lui envoyer ton ouvrage. Un peu inquiet. Non, mais j'avais mis un commentaire il y a 2 ans. Quand j'ai lu son livre, son pavé, là, assez dénigrant systématiquement tout ce voyage de Bougainville, je lui avais mis un mot. Mais surtout, j'ai eu la confirmation en étudiant ce livre de Wallis qu'il ignorait les difficultés graves de ce premier contact des Anglais avec les Tahitiens. Alors finalement, c'est une histoire à trois de cultures. Tu as la culture française, la rivalité franco-anglaise, et puis tu as la culture, là, malheureusement, tu as la société tahitienne qui a payé les frais de cette colonisation. Alors, pour en revenir au livre lui-même, qui est très bien documenté. Merci. Très bien illustré, parce qu'il y a des belles images je remercie en au couleur. passage mon assistant, monsieur Laplane, et la couverture est de monsieur Gandouin. Eh bien, écoute, je pense que ce livre est visible dans toutes les librairies. Il est visible dans toutes les librairies. Il est achetable. Achetable, bien sûr. Non, et c'est très bien. Je l'ai lu avec plaisir. Je suis à la disposition de tout le monde pour parler de cette histoire fondamentale dont on n'a pas assez parlé au Fénois. À mon avis, c'est dommage que l'université ni l'éducation nationale ils vont maintenant avoir un élément de référence, mais je crois que ma collègue Corinne a écrit un excellent bouquin également. Ils sont tout à fait complémentaires, parce que le livre de Corinne, lui, a des extraits qui permettent de travailler sur des points précis. Quant au tien, lui, il se lit d'une traite parce qu'on est embarqué. C'est gentil, mais j'aime bien ce qu'elle a fait aussi. Et elle travaille dans le même sens que moi, c'est-à-dire qu'elle s'enquiquine pas avec les éditeurs. Voilà, vous avez bien raison. Écoute, Philippe, il ne reste plus qu'à te remercier. C'est moi qui te remercie. Et inciter nos auditeurs à aller se jeter sur ton livre. Oui, et puis à la limite, je dis, ce qu'il faudrait, c'est un reportage, un documentaire. RFO, même. Oui, vas-y, mais parce qu'on va conclure, parce que le journal arrive. RFO, à qui j'ai envoyé ce livre, n'a même pas présenté. Je remercie donc tous ceux qui me soutiennent. T'as WFM. T'as WFM, évidemment. Et ça va être mis en ligne sur le site internet. Et je remercie Antoine. Tu nous donnes l'adresse vite fait du site. Les Amis de Bougainville, vous mettez simplement. Voilà. 72 000 visiteurs. Et encore une fois, très heureux de venir à chaque fois participer à ton émission qui est toujours très agréable. Merci Philippe. Voilà. Mesdames et messieurs, merci, au revoir. Les décors étaient de Donald Carnwell.